Monsieur, bonsoir et bienvenue au sommaire de ce lundi 21 octobre. C'est aujourd'hui que s'est ouvert le forum international sur le développement durable de la filière bois dans le bassin du Congo. Gérer raisonnablement ce secteur pour un équilibre optimal, nous aurons le reportage de Pierre Koubemba tout à l'heure. À Mengo, dans le département du Kwilu, une délégation du ministère des Mines et de la Géologie s'est rendue sur le site de l'érection de l'usine de potasse de la société MPC. Et puis nous vous parlerons de la causerie débat organisée par la Cour constitutionnelle sur l'obésité, le diabète et l'hypertension artérielle. Ainsi se profile donc ce 20h. Madame, Monsieur, une fois de plus, bonsoir et bienvenue si vous venez de nous rejoindre sur Télécongo. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a quitté Brazzaville aujourd'hui pour N'Djamena au Tchad. Le chef de l'État congolais prendra part au 5e sommet extraordinaire de la communauté économique des États d'Afrique centrale. La crise centrafricaine sera au centre des débats. Voici le reportage de Bibiane Koulumbu. Les dirigeants des pays de la communauté économique des États d'Afrique centrale se réunissent à nouveau ce lundi 21 octobre 2013 dans la capitale tchadienne pour tenter de résoudre la crise politico-militaire en RCA. Denis Sassou Nguesso a quitté Brazzaville tôt ce matin pour N'Djamena afin de participer à ce 5e sommet extraordinaire de la CEAC sur la Centrafrique où les éléments incontrôlés continuent de s'aimer le désordre et de commettre des exactions. Certaines localités de la RCA sont menacées par des violences intercommunautaires, tandis que la situation humanitaire reste très déplorable. Notons que la France a proposé dernièrement un soutien militaire pour restaurer l'ordre dans ce pays. Et l'épouse du chef de l'État, Antoinette Sassou Nguesso, est arrivée à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. La première dame du Congo prendra part à la conférence sur la thalassémie et les hémoglobinopathies, dont la drépanocytose. Voici tous les détails avec Edith Karine Kourissa. Sur invitation de la Fédération internationale de la thalassémie et la Fondation humanitaire et scientifique de Son Altesse Cheikh Sultan bin Khalifa bin Zayed Al Nahyan, la première dame du Congo, Antoinette Sassou Nguesso, prend part à Abu Dhabi à la 13e conférence internationale sur la thalassémie et les hémoglobinopathies et la 15e conférence internationale des patients et des parents, ouverte dimanche. L'objectif de cet événement éducatif biannuel est de fournir tant aux spécialistes qu'aux patients et leurs parents l'opportunité d'obtenir les dernières avancées dans le domaine de la thalassémie et les hémoglobinopathies dont la drépanocytose. C'est un véritable cadre d'échange de connaissances et d'expériences pour développer la collaboration et la mise en réseau gage sûr d'amélioration de la qualité des services médicaux. Le tout pour garantir l'accès au traitement des malades et leur prise en charge. L'invitation de Mme Antoinette Sassou Nguesso à Abu Dhabi par les autorités émiraties est une reconnaissance de son engagement et de son leadership dans le noble combat contre la drépanocytose, maladie de l'anonymat, grâce à son vibrant plaidoyer à travers le monde. Un engagement qui justement a conduit à la reconnaissance de la drépanocytose par les Nations Unies comme problème de santé publique à travers la résolution A63-237 du 22 décembre 2008. Pour votre gouverne, la thalassémie est la forme moyen-orientale et méditerranéenne de la drépanocytose. La première dame du Congo, Antoinette Sassou Nguesso, interviendra ce mardi à la tribune de cette conférence sur la thalassémie et les hémoglobinopathies. À Malabo, en Guinée équatoriale, en marge de la célébration des 45 ans d'indépendance, plusieurs médias africains se sont réunis dans le cadre d'une plateforme dénommée Conseil africain des médias. Alors, les professionnels de la presse ont ensuite fait un état des lieux, état concernant le processus de modernisation de toutes les villes de la Guinée équatoriale. Voici le reportage de Nina Migo. Afrique ont débuté la visite en Guinée équatoriale par Bata, deuxième ville et capitale économique de ce pays. À 250 km de cette ville s'exécute le projet Oyala.
Là sera érigée une ville déjà dénommée capitale africaine. À l'image de Dubaï aux Émirats arabes unis, l'axe routier qui y est réalisé de manière exponentielle a surpris les journalistes. Parmi les nouveaux partenaires de la Guinée équatoriale figure le Brésil, d'où cette société ARG qui construit la future ville de Yala. Vous voyez, quand on fait la route, la topographie, s'il décide que la route passe ici, voilà. Si c'est des villages, l'État paye, rembourse de l'argent. Là où on casse, si c'est des cimetières, on enlève, on met ça de côté. Vous voyez des routes, vous voyez des immeubles, vous voyez tout, partout. L'eau, l'électricité, tout ça. Nous avons ça ici cadeau. Le programme économique destiné à l'horizon 2020 ambitionne de faire de la Guinée un pays émergent. Il prévoit une économie prospère et la réduction des disparités sociales. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé des 45 ans d'indépendance de la Guinée équatoriale. Et bien, le bilan de ces 45 ans a été fait par le président Teodoro Obiang Bazogo au cours d'une conférence de presse. Et vous allez aussi noter que le président équato-guinéen est le parrain du Conseil africain des médias. Retrouvant une fois de plus Nina Migo. Portée par une croissance rarement descendue à 10%, la Guinée équatoriale est aujourd'hui en plein essor. Le président Teodoro Obiang Bazogo, avec son plan Horizon 2020, ambitionne de rendre son pays émergent, autosuffisant et ne veut plus dépendre économiquement de qui que ce soit. À la question de connaître la position du président équato-guinéen sur le retrait des États africains du traité de Rome, Obiang préconise la création d'un tribunal pénal africain. Selon lui, ceci permettra d'en finir avec les discriminations de la CPI. Sur la tragédie de Lampedusa en Italie, Obiang pense que les dirigeants africains devraient occuper la jeunesse en leur donnant de l'emploi. Je pense que l'Afrique doit déjà commencer à se sentir comme une entité souveraine et indépendante. Et je pense qu'avec l'appui de nos journalistes, nous allons parvenir à ce que l'Afrique soit connue. Mais je crois qu'ils nous connaissent déjà. Parce que nous sommes déjà très loin et notre voix est déjà très haute. Le président équato-guinéen a également réitéré son soutien au Conseil africain des médias en leur octroyant un siège à Malabo ainsi que d'un financement. Je vous l'ai dit en titre, Brazzaville abrite le Forum international sur le développement durable de la filière bois du bassin du Congo. Alors les travaux qui ont débuté ce matin permettront de renforcer le dialogue entre les parties prenantes de la filière bois. Voici tous les détails dans ce reportage de Pierre Koubemba. La transformation plus poussée du bois, les perspectives des marchés, les plantations forestières et le plan d'action FLEC, ainsi que les systèmes de certification forestière, c'est sous ce thème que se tiennent les travaux de ce Forum international sur le développement durable de la filière bois du bassin du Congo. Dans les 9 allocutions et messages lus à cette cérémonie d'ouverture, une seule préoccupation, l'importance des enjeux de cette filière, formuler des stratégies et des actions visant la valorisation durable des ressources forestières de la sous-région. Votre conférence aborde un grand nombre de problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement, problèmes qui détermineront si l'immense richesse naturelle des forêts du bassin du Congo va être gaspillée ou au contraire gérée de manière à assurer les sécurités économiques et environnementales des générations présentes et futures. Une meilleure gouvernance attire des investissements pour accroître la valeur économique de ce secteur et créer des emplois. Le présent forum vise à approfondir la réflexion sur les voies et moyens menant au développement des niveaux plus élaborés des produits du bois. Il fut un temps où, au Ghana, on a démonté en masse des scieries parce qu'elles étaient à des rendements matières d'autour de 25-30%. Alors, on a démonté ces scieries pour les remplacer par des unités de tranchage
qui donnait des rendements de 70%. Avec une superficie d'environ 300 millions d'hectares, les forêts du bassin du Congo constituent le deuxième poumon de la planète après l'Amazonie. Tout à fait autre chose à présent, la commission permanente de l'harmonisation fiscale et comptable de la CEMAC tient sa deuxième session extraordinaire depuis ce matin. L'objectif poursuivi est d'inciter les acteurs évoluant dans l'informel à changer de secteur. Herman Babiessa pour le reportage. Améliorer le climat des affaires et accroître l'économie au niveau de la sous-région CEMAC en général et au Congo en particulier, voilà le bien fondé de cette deuxième session extraordinaire de la Commission permanente de l'harmonisation fiscale et comptable de la CEMAC. Entre autres stratégies à développer, réduire la portée du secteur informel qui ne représente que près de 1% du total des recettes fiscales. Après le mot de circonstance prononcé par le représentant de la CEMAC, le directeur général des impôts et des domaines, représentant le ministre d'État de l'économie, des finances, estime qu'il faut aider les entreprises à tenir leur comptabilité pour relever le défi. Vous savez bien que dans les pays de la CEMAC, l'ampleur du secteur informel se situe autour de 30 à 40% du PIB. Et la contribution de ce secteur aux recettes fiscales est très insignifiante. Les recettes fiscales collectées auprès du secteur informel ne représentent que près de 1% du total des recettes, alors que ce secteur est très important. Donc il faudrait donc encourager, inciter les professionnels à devenir les conseils fiscaux, les experts comptables et les comptables pour aider les acteurs du secteur informel de sortir petit à petit du secteur informel, ce qui devra permettre aux administrations fiscales d'asseoir les impôts sur les bases saines et non sur les bases forfaitaires. Cette rencontre de Brazzaville, qui connaît la participation des délégués venus des pays de la sous-région, prendra fin le 25 octobre prochain. Henri Osebi, ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, s'est entretenu avec une délégation de Unicongo. Cette plateforme du patronat, cordon ombilical entre le secteur public et privé, a souhaité connaître la cause de l'incendie du transformateur source de la Société nationale d'électricité. Voici le reportage de Zita Balou. 21 jours après l'incendie qui a ravagé la sous-section B de la Direction générale de la Société nationale d'électricité, incendie aux conséquences économiques et financières jugées très lourdes par les chefs d'entreprise, car paralysant plusieurs entreprises et administrations d'une bonne partie du centre-ville de Brazzaville, privé d'électricité, la délégation du patronat Unicongo s'est rendue chez le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique en vue d'avoir non seulement de plus amples informations sur cet incendie, mais aussi des précisions sur le rétablissement de l'électricité dans les zones pénalisées. Et étant donné que nous avons le collectif des employeurs qui sont dans le commerce, il était quand même nécessaire ce matin qu'on s'approche bien évidemment du ministre pour qu'on puisse avoir avec la SNE des questions techniques qui puissent rassurer nos adhérents. Et je pense que nous avons bien travaillé. Nous sortons donc de cette réunion technique satisfaits. Et parce que nous sommes maintenant rassurés que dans un avenir très proche, nous allons pouvoir retrouver l'équilibre normal pour le fonctionnement de nos entreprises. Le ministre Henri Osebi reste optimiste quant à la régularisation de la situation. D'ici une semaine, une dizaine de jours maximum, l'on devrait assister à une amélioration très sensible de la fourniture en électricité dans le centre-ville en attendant une résolution définitive de cette situation grâce aux moyens que l'État devra mobiliser et est prêt à mobiliser pour avoir une électricité pérenne. Aucune facture concernant la période qui est celle allant de l'incident jusqu'à la fin des incidents ne pourra être envoyée à des consommateurs tant que le service public n'aura pas été rétabli et de qualité. À noter qu'un comité de crise a été mis en place le jour même que s'est déclaré cet incendie, dont l'origine reste encore à déterminer. À Madingou, la ministre de la Promotion de la Femme et de l'Intégration de la Femme au Développement a rencontré les femmes de cette localité pour un éveil collectif. Elle a exhorté les femmes à une prise de conscience pour la formation de plusieurs coopératives. Yvan Roch, Olumba. À son arrivée, Catherine Mbonda-Lepiti a été accueillie par les autorités de ce département. Puis elle a visité un champ de manioc d'un groupement des femmes de Madingou
en compagnie du ministre de l'Agriculture et de l'Élevage Rigobert Mabundu. Après cette visite, la ministre Catherine Mbonzali Piti a eu une rencontre avec les femmes de Madingu où elle les a invitées à travailler en coopérative, non seulement pour une production abondante, mais aussi afin de bénéficier du soutien de l'État, ce pour une véritable intégration socio-économique de la femme et lutter contre la pauvreté. Les femmes de Madingu ont fait part de leurs préoccupations telles que la construction de la maison de la femme, la formation en coupe-couture et coiffure, ainsi que les cours d'alphabétisation. Elles ont également besoin de tracteurs pour leurs travaux agricoles. À l'issue de cette rencontre, la ministre de la Promotion de la Femme a fait des dons de machines à coudre aux élèves couturières et les instruments de travail tels que les bottes, les cuvettes et les nappes aux agricultrices. Avant d'arriver à Madingu, de passage en Caï, la ministre de la Promotion de la Femme a eu une rencontre avec les responsables des associations des femmes de cette commune. L'entretien a porté sur le épanouissement socio-économique, culturel et politique de la femme. Et en bref, le directeur de cabinet du ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'Alphabétisation informe tous les invités que la cérémonie d'ouverture de la session inaugurale de la commission d'agrément du sous-secteur enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, prévue dans la salle de conférence de l'Institut national de recherche et d'action pédagogique, aura lieu dans la salle de conférences internationales du Palais des Congrès à Brazzaville ce mardi 22 octobre 2013 à 11h. À Madingu, dans le département de la Bouenza, les élèves des villages Kiungu, Mbelo et Matembo ont un nouveau bâtiment qui abritera l'école primaire. Fini donc les longues distances à pied et sous la pluie. Béatrice Goma avec notre bureau à Pointe-Noire. Ce bâtiment éléphant blanc, composé de 3 salles de classe pour abriter le cycle primaire, est une action de charme posée par un député en 2011 dont la poursuite des travaux était conditionnée par sa réélection aux législatives de 2012. Le contraire s'étant produit, les travaux furent arrêtés et les enfants des villages de Kiungu,